Je ne me présente pas, puisque je fais partie de la maison et des meubles. Et par conséquent, je commence tout de suite par présenter ce que j'appelle la voix de l'État. Je m'intéresse, comme tout le monde, à ce que l'on peut localiser des réactions et des interactions avec les agents locaux, et je m'intéresse en particulier à l'État ottoman, la bureaucratie ottomane dans toutes ses formes. Encore une fois, pour une raison bien simple, c'est qu'au moins dans ce cas-là, on a une documentation locale. C'est-à-dire que l'État ottoman n'est pas muet, et même si les voyageurs, les archéologues, les antiquaires parlent souvent de ce que fait ou ne fait pas l'Empire ottoman, la bureaucratie ottomane, elle-même produit une documentation qui permet d'essayer de retracer un peu les grandes lignes de sa politique, de son attitude, de sa perception, de ce qui se passait pendant cette période de la fièvre antiquaire. En gros, pour faire simple, j'ai trois concepts qui définissent cette attitude: l'indifférence, l'opportunisme, ou l'opportunité si vous voulez, mais l'opportunisme et la curiosité, dans un ordre plus ou moins chronologique, même si évidemment il y a des recoupements et des chevauchements. Je vous donne un exemple d'un document qui n'émane pas de la Porte elle-même. La Porte est le nom qu'on donne au gouvernement ottoman, mais qui est créé par le contact des ambassades avec le gouvernement ottoman. C'est un registre de pétitions de l'ambassade de France à Constantinople, qui est conservé, qui a été retrouvé il y a de cela quelques années à Istanbul, dans les placards du Palais de France, et qui maintenant a été rapatrié aux archives de Nantes, puisqu'il s'agit essentiellement d'archives consulaires, et dont je vous donne un exemple. Ce sont des brouillons, en fait. C'est une copie, c'est un livre de copies de pétitions qui sont soumises, qui sont présentées par l'ambassade, la chancellerie de l'ambassade, à la Porte. Et en voici un exemple, j'en ai d'autres, mais un exemple qui concerne notre bon Fauvel, dont on vient d'entendre parler. À l'époque, malheureusement, ils ne sont pas datés, mais on peut deviner que c'est les années 1780, à une époque où il était au service de Choiseul-Gouffier, et où Choiseul-Gouffier demande à ce qu'on lui permette de visiter les antiquités d'Athènes, de Corinthe et de Livadia. Et j'y noterai simplement que la terminologie donne déjà un des éléments principaux du jargon, de la terminologie que les Ottomans vont utiliser pour l'acte antiquaire ou l'acte archéologique. C'est ce que vous trouvez ici dans le texte, Seyru Temaşa, c'est-à-dire le regard et l'admiration, le fait de regarder et d'examiner avec attention un paysage, un monument, un bâtiment, n'importe quoi. Donc c'est comme ça que l'ambassade elle-même, et on sait que les ambassades, c'est justement le propre de la chancellerie, d'utiliser une terminologie et une rhétorique qui sont acceptables et qui correspondent à celles de leur interlocuteur, en l'occurrence la Porte. Donc on demande votre dévoué, donc l'ambassadeur, désirant envoyer à Athènes, Corinthe et Livadia le peintre français du nom de Fauvel, se trouvant à son service afin de regarder et d'admirer les bâtiments anciens et les œuvres étranges. Étranges, garaïb, ajaïb, garaïb, c'est un peu les mirabile visu de la tradition de la Renaissance. Les Ottomans sont très férus de ajaïb et garaïb, des merveilles et des étrangetés, ce qu'ils ont en commun en fait avec les Européens de la Renaissance qui aimaient se bâtir des Wunderkammer, des chambres ou des bibliothèques de merveilles. Donc la terminologie est là. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez une petite note liminale qui dit Müsaade olunmadı, ça n'a pas été permis. Donc autorisation refusée, on ne sait pas pourquoi, parce que ce n'est qu'un côté de la
de la documentation qu'on voit, c'est le côté français. C'est ce qui a été rédigé côté français, et malheureusement, je n'ai pas trouvé l'équivalent du côté de l'Empire ottoman. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner, c'est que malgré le mythe d'un Empire ottoman extrêmement bureaucratique qui enregistre tous les moindres actes, etc., c'est vrai jusqu'à un certain point, mais une grande partie de cette documentation finit par passer à la trappe, elle est détruite, etc. Et puis, tout n'est pas vraiment documenté de manière très systématique. Donc, on ne doit pas partir, et c'est vrai notamment pour le firmament d'Elgin, du principe que si un document n'existe pas, le fait ou le phénomène qu'il décrit n'a jamais eu lieu. Ce n'est pas comme ça que ça marche en méthode historique. Un exemple concret, je l'avais déjà évoqué, un des premiers exemples d'une acquisition, entre guillemets, par Lord Elgin de trésors architecturaux, archéologiques à Constantinople même, à Istanbul même, ce sont ces fameux sarcophages d'empereurs byzantins dont on voit encore une demi-douzaine à Istanbul dans les jardins du musée archéologique, et que lui-même et sa femme, dont on a déjà parlé, avaient reconnu, identifié dans le paysage urbain d'Istanbul, et par conséquent, une demande, une pétition en bonne et due forme avait été soumise à la porte pour demander à ce que ces objets soient accordés à Lord Elgin afin qu'il puisse les rapatrier, les emmener chez lui. Voici un des documents que j'ai déjà publié, un document bien connu, c'est ce qu'on appelle un Hatu Mayun, puisque là, ce que vous avez là, j'y reviendrai, c'est de la main du sultan même, en l'occurrence Selim III, c'est la décision qui concerne la pétition qui se trouve ici. Et le texte, je ne le lirai pas en entier, retenons simplement ce qui est en rouge, je souligne, si vous voulez, ce qui fait partie de la rhétorique de l'Empire ottoman, de l'État ottoman, concernant cette demande. Le porphyre est fort apprécié dans le royaume d'Angleterre. Donc c'est le matériau, ce n'est pas l'objet historique, ce sont des bouts de porphyre, et le porphyre est très apprécié. Donc c'est un argument en faveur de céder ces objets. Des colonnes et des morceaux de porphyre abandonnés, metrouk, c'est une indication qui ne sert à rien, qui n'ont pas de fonction ni de place vraiment bien déterminée, ce qui aussi contribue au fait qu'ils peuvent être cédés. Ensuite, vous avez ce que j'appelle l'opportunité ou l'opportunisme, les liens politiques, le fait que nous sommes en 1799 ou 1800, c'est pas tout à fait clair, mais 1798, c'est l'année qui suit l'invasion, l'occupation de l'Égypte par Bonaparte, et qui d'autre que les Anglais, Nelson le Premier, figure parmi les alliés de la Porte sur lesquels elle peut compter pour récupérer cette province. Elle la récupérera en 1801. Donc, en raison de notre alliance, l'alliance entre l'Angleterre et l'Empire ottoman, qui est un argument de plus avancé pour la cession de ces objets, seul bémol, et c'est un bémol très intéressant que j'aimerais bien pouvoir approfondir, ceci serait la cause de rumeurs inutiles au sein de la population d'Istanbul. C'est-à-dire que le seul inconvénient que la Porte voit à ce que Elgin parte avec des pans entiers de sarcophages de byzantins sous le bras, c'est la rumeur populaire. Qu'en faire? Alors, vous pouvez avoir une lecture très positive en disant « oui, ce serait peut-être les Grecs, conscients du fait que c'est leur héritage, leur patrimoine qui est en train de leur filer sous le nez ». C'est une lecture peut-être un peu trop angéliste, trop positive, un vœu pieux, mais en tout cas, c'est intéressant à noter. Mais ce qui est vraiment beaucoup plus caractéristique, c'est ce que je vous avais montré au-dessus du document, la décision du sultan. Alors Selim III dit « bien, laissez-les demander ces pierres,
Et il rajoute, il se rend utile, quel besoin y a-t-il de les transporter depuis la mosquée d'Osman, qui est au milieu de la ville, quand il y a du beau porphyre à l'intérieur du palais impérial. Il parle d'autres, parce qu'il y en avait un peu partout, de ces sarcophages, près du kiosque des perles, Injle Köşk. Dites-leur de venir et voir par eux-mêmes. S'il leur plaît, il sera fort aisé de l'emporter. Donc, franchement, Selim n'est pas là pour défendre le patrimoine. Au contraire, il veut se rendre utile aux Anglais et les laisser prendre ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils feront. Et ainsi que Dupree le disait il y a un moment, je leur en veux énormément. Autant je suis très coulant pour des questions d'acquisition, de restitution, etc. Mais là, ce qui a été fait avec, et en plus 70, 80 ans plus tard, par un descendant de Lord Elgin, pour créer ce que je considère être un monument de kitsch néo-gothique médiévalisant de la tombe de leur présumé ancêtre Robert the Bruce, ça je trouve que c'est scandaleux. C'est scandaleux d'abord parce que c'est kitsch, bon, mais c'est scandaleux aussi parce que c'est un dommage irréversible. Là, c'est le matériau, un peu comme les Ottomans considéraient que c'était du porphyre, c'est ce que les Anglais feront, ou les descendants d'Elgin, ils vont recycler ce matériau, non pas pour conserver une trace de ce que c'était un sarcophage byzantin, mais pour en faire une tombe médiévale ou pseudo-médiévale, une pseudo-tombe pseudo-médiévale de leur ancêtre en Écosse. De là, nous pouvons passer, bien sûr, à la deuxième aventure d'Elgin, quelques années plus tard, le fameux, alors cette image, je crois que c'est la 5e fois que vous la voyez, mais elle est jolie, quoi. Elle donne une impression du vécu, même si, on nous l'a dit, elle est inventée de toutes pièces ou de plusieurs pièces, mais bon, c'est l'enlèvement des métopes du Parthénon, et là, bien sûr, se présente la question du firmament. Dupree l'a évoqué, il y croit à l'existence du firmament, moi aussi. Encore une fois, l'absence du firmament ne prouve pas son absence. Si vous voulez, l'absence physique de ce document ne prouve pas qu'il ait jamais existé. Pour cela, j'ai quelques idées en tête. Un de mes petits projets un peu loufoques est de le retraduire en turc. Parce qu'il n'y a que la langue pour vous donner un sens de l'authenticité, de la véracité d'un document. Et le peu que j'en ai déjà fait me prouve, à mon avis, que c'était un document ottoman en bonne et due forme qui utilisait la rhétorique de l'époque, la rhétorique de ces firmaments. En revanche, il y a des points de doute, d'hésitation, notamment parce que j'ai l'impression que les Anglais, Elgin et ses copains, ont triché sur l'interprétation qu'il fallait faire de certains termes dans ce document, notamment le fait qu'ils traduisent dans la version italienne, puisqu'on a la version italienne, qualche comme tout. Qualche pezzo di pietra, comme tous les morceaux de pierre, alors que qualche, c'est quelque. Alors bon, la différence entre quelque et tout, c'est de même, je pense que lorsqu'il parle de dresser des échafaudages, c'est effectivement pour les relever et pour les calques, etc. Ça n'est pas pour les enlever, et je pense effectivement que le document d'origine leur permettait de fouiller et d'excaver des objets qui étaient dans le sol et non d'arracher des pans entiers du monument. Donc, mais cela n'empêche que je pense que c'était tout à fait dans la logique de la pratique de la porte ottomane que d'accorder ce privilège. Après tout, quelle différence de ce point de vue entre les sarcophages byzantins de Constantinople et les métopes ou les pierres gravées, les pierres imagées d'Athènes. D'ailleurs, nous avons des documents qui sont plus tardif, qui date des années 1810, un document de 1810 notamment, qui reprend, puisqu'on sait, je ne reviendrai pas sur l'histoire, que Lord Elgin a dû laisser une partie de sa collection sur place et partir avec uniquement une partie de sa collection. Et donc en 1810, son successeur, l'ambassadeur, je crois que c'est Liston, à cette époque-là, pétitionne
fonctionne la porte pour pouvoir transférer à Londres, en Angleterre, les restes de la collection d'Elgin. Et là, on y voit de nouveau une lecture purement rhétorique, si vous voulez, quelques pierres ornées d'images. Déjà, les Ottomans ne connaissent pas le relief, ils n'ont pas un vocabulaire technique. Pour eux, ce sont des pierres ornées d'images, et on y voit que Lord Elgin est censé les avoir achetées à Athènes lors de son ambassade. Alors ça, c'est toute une question qui reste en suspens, et les avait-il vraiment achetés? Et on sait qu'il avait payé le voïvode une sorte de pot de vin. Est-ce que c'est cela que les autorités ottomanes appellent acheter, ou alors est-ce qu'elles utilisent le terme tout simplement par facilité? On ne le saura pas. Mais en tout cas, la légitimité de sa collection n'est pas remise en question. On dit qu'il a des objets qu'il a laissés derrière lui et qu'il avait obtenus par l'achat lors de son ambassade. Et les Ottomans enquêtent, ils vérifient que ce genre de pierres ornées de figures ont déjà été données aux Anglais. Donc confirmation que ce n'est pas la première fois, ce n'est pas quelque chose qui leur tombe du ciel, c'est une pratique, j'allais dire ancestrale, une pratique depuis quelques années, et que par conséquent, il n'y a rien d'exceptionnel à cette demande. Mais en revanche, et c'est là que l'opportunisme apparaît pleinement, le Reis Effendi, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères, ajoute que si jusqu'ici nous n'avons pas répondu, on a laissé traîner les choses avec le nouvel ambassadeur, c'est non pas qu'il y ait un inconvénient, mais c'est plutôt dû au désir de laisser passer quelque temps afin que l'affaire gagne en importance. Donc c'est de la négociation. Ils sont parfaitement conscients qu'il y a là un objet fortement désiré, et par conséquent, en laissant traîner les choses, on peut pousser les Anglais à négocier de manière plus favorable s'il y a de l'argent au bout du compte. Mais en gros, le verdict, c'est qu'il n'y a aucun mal à les céder. Autre document contemporain, 1811, qui concerne encore une fois les restes de la collection d'Elgin, où les Ottomans, cette fois-ci, c'est une lettre écrite au voïvode d'Athènes pour lui dire, en gros, de lâcher prise sur les objets que Elgin a laissés à Athènes, quelques morceaux de marbre brisé et de pots en terre décorés de figures. Ce sont des vases, n'est-ce pas? Alors ça, quand on compare ça avec les descriptions de Haller von Hallerstein ou de... Bon, mais je n'entrerai pas dans ce sujet-là. Voilà ce que les Ottomans, je parle de l'administration, voient. Donc c'est vraiment dévalorisant. Et d'ailleurs, c'est un peu la logique derrière tout le système, puisqu'ils disent, étant donné que cette sorte de pierres décorées de figures ne sont guère appréciées par les musulmans, mais qu'elles le sont par les États francs, il n'y a pas de mal à accorder, etc. En fait, il y a une telle différence d'appréciation que ça marche à l'avantage de la porte, puisqu'elle peut monnayer ou utiliser de manière influentielle, disons, des objets qui, pour eux, ils le disent eux-mêmes, n'ont pas de valeur, mais qui, pour les demandeurs, en ont. C'est une situation idéale pour négocier, puisque vous ne perdez vraiment rien et vous pouvez presser votre interlocuteur en lui demandant plus en échange de ces objets convoités. Et c'est un peu, malheureusement, le cliché orientaliste, c'est-à-dire que les Ottomans eux-mêmes disent, voilà, l'Occident s'intéresse à ça et nous, pas. Alors ça, c'est difficile à contrer, mais c'est apparemment comme ça que ça marche pour les Ottomans. Autre document, celui que j'avais utilisé pour la beauté de du sceau de l'ambassade de France, une demande en 1815, voici le détail du texte de la demande. C'est une requête de Ruffin qui était à l'époque chargé d'affaires du roi de France et qui demande
avec de nouveau, étant donné qu'il est évident, quand on commence comme par l'évidence, n'est-ce pas, c'est une rhétorique bien connue, on ne vous apprend rien, mais et on débite quelque chose que l'on veut faire gober ou accepter tout de suite. Il est évident que certaines pierres du temps des Grecs et quelques autres objets anciens y afférents sont appréciés et crédités auprès des nations franques. Encore une fois, la répétition de ce phénomène, eux, ça les intéresse. On se demande pourquoi, mais ça les intéresse, tandis que nous, pas. Par conséquent, un certain Dubois, et c'est probablement le Dubois qui sera à la tête de l'expédition de Morée quelques années plus tard, un collaborateur de Champollion, etc. Dubois donc a demandé à pouvoir parcourir l'Anatolie afin de ramasser devşirmek, dit le texte en turc. Devşirmek, c'est le terme utilisé par exemple pour le ramassage des enfants qui deviendront des janissaires. C'est pour ça qu'on appelle ça le système des devşirmek. Donc devşirmek, c'est vraiment collecter, mais sans vraiment un sens de collection, simplement ramasser des pierres de cette sorte, etc. Et qu'il ne lui soit fait aucune opposition en ce qui concerne son étude et son observation des pierres. Typique, encore une fois, et je crois que bien des confusions sont nées de cela, la demande concerne l'acquisition, le ramassage de pierres, et l'autorisation concerne l'observation. Alors, il y a un déficit, si vous voulez, entre les deux. Est-ce que vraiment, en donnant son acquiescement, la porte implicitement reconnaît le droit de cet individu à non seulement observer, mais ramasser, observer chez lui, en quelque sorte? Je ne sais pas. Mais c'est un phénomène qui, je crois, déteint sur le firmament d'Elgin aussi, puisqu'il y a une sorte de discrépance, de différence entre ce que les Anglais demandent et ce que les Ottomans accordent. Nous étions en 1815, nous arrivons en 1820. Un troisième cas, celui de quelqu'un que vous connaissez probablement assez bien, la Vénus de Milo, découverte en 1820. Alors on sait tout de cette découverte. Encore une fois, je l'avais évoqué lors de mon introduction, le problème du grand récit, qu'il soit français, européen, etc., c'est qu'il s'intéresse uniquement à l'historicité de cette statue. Je rappellerai le débat entre Reinach et Furtwängler sur son ancienneté, etc. C'est un objet de convoitise, c'est quelque chose que l'on veut faire briller, mousser, pour faire concurrence aux Anglais qui ont des merveilles au British Museum. Donc c'est un objet qui finit par être construit au-delà de sa véritable valeur artistique, historique, archéologique, etc. Donc c'est une sorte de Mona Lisa en pierre, dont la réputation dépasse de beaucoup ses qualités intrinsèques. Et bien sûr, on parle aussi, alors ça aussi, ça a défrayé la chronique pendant des décennies, est-ce que c'est Voutier ou Brest qui l'ont découvert? Est-ce que c'est, franchement, des choses qui n'ont pas vraiment beaucoup d'importance pour ce qui est de la valeur, encore une fois, intrinsèque de cette statue, et quelque chose qui ne fait qu'effleurer de manière très utilitaire la question de l'histoire locale de cette découverte, puisque on ne parle du paysan Yorgos que pour dire que c'est Voutier qui l'avait vu avant les autres, etc. Donc ça devient un épiphénomène, et bien sûr, je vous avais dit que le seul document ottoman, puisqu'il n'y en a pas dans les archives, alors là j'ai fouillé un peu partout, j'ai quelques décrets concernant les bateaux, la chevrette, la lionne, etc. Bon, mais il n'y a rien sur la Vénus de Milo. Le seul document que nous ayons, c'est ce document qui est fascinant parce qu'il est bilingue, et ça en dit long sur la structure de la bureaucratie ottomane et l'amirauté à l'époque, puisque c'est le capitaine Pacha qui a son sceau en arabe, et là qui a sa titulature en grec. Et là, le texte en grec, là, le texte en ottoman, un texte qui n'a, je vous le disais, jamais été étudié. Il a été, une fois, à ma connaissance, publié sous forme de vignettes, sous forme d'images.
Pourquoi ? Parce que ça n'intéresse personne. C'est-à-dire que même Yorgo, il n'est intéressant que si il arrive à s'intégrer dans le récit de Voutier ou de Brest, etc. Sinon, la dimension locale, il y a bien un texte intéressant publié en 1907 d'un certain Miliarakis, qui est un descendant de quelqu'un qui a été témoin de cette... Mais même ce texte n'est vraiment pas utilisé par la science européenne parce que c'est considéré être justement marginal, liminal, secondaire par rapport à la centralité du grand récit concernant la statue. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, ce texte qui, on peut s'imaginer que le turc ottoman ne fait pas partie des connaissances de la plupart des archéologues, le grec moins, mais ce texte existe aussi dans les archives diplomatiques à la Courneuve, c'est-à-dire que les rapports de l'ambassadeur en 1820 comportent une partie qui est consacrée, je le lis ici, monsieur l'ambassadeur, c'est le marquis de Rivière, n'est-ce pas, un des héros du fait de cette découverte, a été accueilli chez le capitaine Pacha avec les mêmes démonstrations qui ont été accompagnées de preuves de l'obligeance la plus aimable. Il avait été contraint de se plaindre au droguement de l'arsenal. Nicolas Mourouzi, qui apparemment convoitait la statue, qui avait rançonné et maltraité à notre sujet les primats de Milo avec deux L à l'époque. Le capitaine Pacha lui a promis de réprimer ce droguement, réprimandé probablement, mais enfin bon, et de lui faire restituer ce qu'il a extorqué. Et il l'annonce dans un bouillourdeux, donc un décret, celui qu'on a vu, qu'il adresse au primat de Milo à la demande de monsieur l'ambassadeur et qu'il lui a remis pour qu'il en fût lui-même le porteur. Cette pièce fera un grand effet, relèvera la considération due au nom des Français et marquera le passage de monsieur l'ambassadeur à Milo par la joie et la reconnaissance des primats de cette île. Parce qu'effectivement, Rivière rentre en France, il va passer par Milo, et c'est ainsi qu'il va ramener la Vénus. Le texte traduit en français est disponible à la suite de ce commentaire, et le voici. Ce qui est intéressant, je ne le lirai pas, c'est qu'il mentionne à peine la statue, il parle de l'idole, donc le mauvais traitement de la part du Beyzadeh, droguement de l'arsenal, à son arrivée dans votre île, saisissant le prétexte d'une idole de pierre vendue par un papas, par un prêtre, aux Français pour brouiller l'affaire, il vous a rançonné et osé de gna gna gna. Bon, en gros, et l'essentiel de ce bouillourdeux ne concerne absolument pas la nature de l'objet, mais simplement, chacun étant maître de disposer de ce qui lui appartient, on ne peut lui faire un crime de le vendre à qui bon lui semble. Donc c'est simplement une question juridique. Est-ce que le type qui a vendu la Vénus aux Français a eu raison? Est-ce qu'il avait le droit de vendre ce qui était sa propriété? Ça se réduit à cela. Mais si vous voulez, du côté français, ce n'est guère mieux, puisque le marquis de Rivière ne parle absolument pas de la valeur artistique, ni même de la présence de cette statue. Ce qui compte pour lui, c'est le rétablissement du nom et de la réputation des Français, et par conséquent, le fait que le droguement abuseur a été réprimandé. Dernier point, celui de la seconde moitié des années 1820, en plein dans la guerre d'insurrection et la guerre d'indépendance, elle commence par l'un, elle finit par l'autre, des Grecs, avec cet épisode qui est bien rendu par Maklianis, ce dessin très naïf du siège de l'Acropole par les Ottomans. Les Ottomans, c'est les petits noireaux autour, et les Grecs, on les reconnaît à leur tenue blanche, leur fustanelle, etc. C'est donc un événement qui cause bien des émois, notamment auprès des diplomates occidentaux accrédités auprès de la Porte, dont notamment Stratford Canning,
Canning, qui écrit, voici son sceau, Stratford Canning en turc et Stratford Canning là, en anglais, qui écrit à la porte en lui disant, en gros, il est bien connu, on connaît la ritournelle maintenant, il est bien connu, on commence par ça pour essayer de faire passer le message, que de tout ce qu'il y a dans la citadelle d'Athènes et de ses environs, les traces de nombreux bâtiments anciens, et bien que ces vestiges sont de peu d'importance aux yeux de la raison et de la religion, din akıl, et qu'ils n'ont aucune influence sur les affaires d'État. Donc on voit bien que c'est ce qui compte pour les Ottomans, et on les rassure tout de suite, ça n'a aucune valeur pour vous, ça n'est pas le genre de truc qui vous intéresse, ce sont des objets d'une extraordinaire beauté, et la perfection avec laquelle ils ont été bâtis en a fait des modèles pour le monde entier. Donc on parle du classicisme, du néoclassicisme en vogue à l'époque, on justifie la protection, parce que l'objectif de cette lettre, c'est de dire à Mehmed Reşid Pacha, qui est à la tête des troupes ottomanes, surtout ne touchez pas à l'acropole et à ces monuments qui sont extrêmement précieux. Un rapport de Mehmed Reşid Pacha à Constantinople, à la porte, nous donne une idée de la réception de ce message. Comme la dite forteresse d'Athènes est aimée et respectée aussi bien par les infidèles grecs que par les Francs, ils se sont tous engagés à se sacrifier pour elle. Et là, c'est la curiosité. On commence à voir que ce ne sont pas que des pierres ornées d'images, il y a un message politique, il y a un message idéologique derrière, il y a quelque chose qui vaut et qui mobilise les volontés de ces individus pour la défense de ces pierres. L'amiral, et ça c'est un détail que je n'ai pas pu contrôler côté français, et je pense qu'il n'y en a pas de trace du côté français, puisque l'amiral de Rigny, qui observait un peu de loin ce qui se passait en Grèce, lui a soumis une lettre émanant de l'ambassadeur demandant que, eu égard à l'ancienneté d'Athènes, ces monuments soient épargnés, donc comme Stratford Canning, et il suggéra oralement, s'il vous plaît, de me céder de grandes sommes pour prélever des pierres de la citadelle et des anciens monastères des environs. En fait, il veut faire ce que Elgin a fait 20 ans plus tôt. Il se dit, c'est l'occasion rêvée, on va essayer d'obtenir de Mehmed Reşid Pacha le droit de nous constituer une collection qui pourra rivaliser avec celle de Londres. Très digne et offusqué, Mehmed Reşid Pacha, alors qu'il crève la faim à cette époque-là et a du mal à maintenir ses troupes, répond « Non, grâce à mon maître, j'ai tous les fonds dont je rêve de disposer, je n'ai pas besoin de votre argent. » Donc les Grecs devraient être reconnaissants à Mehmed Reşid Pacha, parce que sinon on aurait une rebelote au Louvre de ce qui s'est passé avec le British Museum. Donc voilà, donc un peu de gratitude, n'est-ce pas? Ensuite, ce qui est intéressant, encore une fois, dans une lettre que Mehmed Reşid Pacha écrit au grand vizir et qui a été interceptée par les rebelles grecs, donc on la connaît par des sources occidentales qui l'ont publiée. Comme la dite forteresse d'Athènes est si ancienne, contient tant de monuments et dont tant de philosophes sont issus, je rappelle le titre du livre qui a été publié, l'histoire d'Athènes en 1715, Medinetül Hükema, la ville des philosophes, les gens, elle remplit d'admiration les gens instruits parmi les Francs, et toutes les nations infidèles la vénèrent comme un lieu sacré et la considèrent comme leur propriété. Ils conspirent donc tous ensemble, promettant de se soutenir les uns les autres et de s'efforcer par tous les moyens possibles à ce qu'elle ne sorte jamais des mains des infidèles. C'est ainsi que Mehmed Reşid Pacha va obtenir, pour faire plaisir à Stratford Canning et à l'ambassadeur de France, va obtenir un firmament. Et ce firmament est très bien décrit par Gordon dans son histoire de la Révolution grecque. Voici ma traduction. Comme résultat de ces négociations pendant l'année 1826, M. Stratford Canning obtint un firmament de pacotille
trumpery firman, interdisant à Kütahya, c'est le nom qu'on lui donnait en grec à Mehmed Reşit Pacha, de détruire les monuments d'Athènes. C'était là une injonction à laquelle le Pacha ne pouvait obéir à moins de réduire au silence sa propre artillerie. Il fut accordé avec l'intention qui, parfois, pousse les nourrices à apaiser avec des bonbons des bébés qui pleurnichent en demandant la lune. Je trouve que c'est très joli et ça prouve un peu la prise de position des Ottomans. Ils commencent à nous barber, ces gens, avec leurs monuments. On va leur donner le firmament qu'ils veulent et on va faire ce qu'on veut. Et bon, il se trouve que la ville tombe sans qu'il y ait trop de dégâts. Il y en a quelques-uns. Mais, et par conséquent, tout le monde est content. D'ailleurs, même dans l'interrogatoire d'un captif grec, un certain Yorgaki Draco, on voit comme les Ottomans posent cette question. Quelle est la cause des attaques contre Athènes depuis le début de l'insurrection? Et il répond, Athènes est un lieu ancien, il est connu à travers le monde entier, c'est le centre de l'administration grecque. Les consignes que nous avons reçues des généraux anglais, Cochrane et Church, nous encouragent et nous fournissent beaucoup d'argent et d'équipements, consistent en la nécessité de tenir bon à Athènes. Donc, en gros, le grec dit que lui non plus ne comprend pas exactement quelle est la valeur d'Athènes, mais qu'en tout cas, le soutien qu'ils reçoivent des Anglais et des Français, des Anglais surtout, est conditionnel à leur capacité à maintenir leur emprise sur Athènes. Je finirai avec des images qui prouvent que les Ottomans se sont intéressés à la citadelle. C'est un plan de 1826 qui est remarquable. D'ailleurs, si on regarde le détail de l'acropole, on voit que c'est assez bien levé. Il y a probablement un ingénieur français dans les parages, mais ce qui est frappant, c'est que toute la légende de ces bâtiments est militaire. C'est Kule, Calais, Kapısı, Sarnıç, citernes, tours, bastions, etc. C'est ce qui les intéresse. Il n'y a que la Jami Shérif, la mosquée au milieu du Parthénon, qui est un édifice civil indiqué sur le plan. Donc, encore une fois, beaucoup de pragmatisme, beaucoup d'opportunisme. Je termine avec une citation que j'emprunte à un collègue que j'aime beaucoup, Gottfried Hagen, qui a dit ceci en parlant de la géographie dans les études ottomanes, dans les sources ottomanes. Nous devons éviter les approches qui tendent vers une comparaison incessante entre la science ottomane et européenne. La science ottomane n'est acceptée que tant qu'elle imite l'Europe, tandis que les développements autochtones constituent des exemples de retard, des causes causées, dans le pire des cas, par le fanatisme religieux. Je crois que c'est un point sur lequel il faut réfléchir pour essayer de freiner l'envie que nous avons parfois de trouver exactement la même chose chez les Ottomans que chez les Européens, etc. Et par conséquent de remettre ça dans un contexte plus critique sans avoir à se soucier des conséquences de ce que l'on découvre. Je vous remercie. Et